Le pays le plus mystérieux. 15 faits incroyables sur la Nouvelle-Zélande. Documentaire de voyage. Numéro 1. Le 8e continent oublié du monde. Pendant des siècles, les humains ont cru que la Terre ne comptait que 7 continents. Pourtant, la Nouvelle-Zélande pourrait un jour obliger les manuels de géographie à être réécrits. Car ce pays n'est que le sommet visible d'une immense masse terrestre cachée sous l'océan. Un continent submergé connu sous le nom de Zélandia. Les géologues expliquent que Zélandia faisait autrefois partie de l'ancien supercontinent Gondwana et qu'elle a commencé à s'en détacher il y a environ 80 millions d'années. Avec le temps, la Terre s'est lentement enfoncée sous l'océan Pacifique, si bien qu'aujourd'hui, environ 94% de Zélandia se trouve sous l'eau. Si les océans venaient un jour à disparaître, la Nouvelle-Zélande n'apparaîtrait plus comme une petite nation isolée, mais deviendrait le véritable 8e continent du monde. Lorsque Zélandia s'est séparée de Gondwana, elle a emporté avec elle de nombreuses plantes et reptiles anciens, tandis que les ancêtres des mammifères terrestres sont restés derrière. C'est pour cela que la Nouvelle-Zélande est l'un des rares endroits sur Terre où il n'existe aucun mammifère terrestre indigène. À l'exception de quelques petites espèces de chauves-souris, et qu'il n'y a absolument aucun serpent. Des millions d'années d'isolement ont transformé la région en un laboratoire évolutif extraordinaire, créant des formes de vie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. L'exemple le plus emblématique est le kiwi, symbole national de la Nouvelle-Zélande. Bien qu'il s'agisse d'un oiseau, le kiwi ne peut pas voler, se déplace lentement, cherche sa nourriture la nuit et se fie surtout à son odorat plutôt qu'à sa vue. Son long bec possède des narines à son extrémité, ce qui lui permet de renifler sa nourriture dans l'obscurité totale. Mais ce qui étonne vraiment les scientifiques, c'est l'énorme œuf du kiwi. Une femelle kiwi peut pondre un œuf équivalent à près d'un 5e de son poids, comprimant ses organes internes pendant des semaines. Et au-delà du kiwi, la Nouvelle-Zélande abrite aussi le perroquet kakapo, souvent décrit comme le gentleman le plus solitaire du monde naturel. Le kakapo est lourd, incapable de voler et d'une douceur remarquable. Pendant la saison de reproduction, les mâles appellent bruyamment tout au long de la nuit pour attirer les femelles, mais leurs cris graves et résonnants rendent difficile leur localisation. Ce décalage tragique a autrefois poussé l'espèce dangereusement près de l'extinction. En plus de cela, la Nouvelle-Zélande protège le tuatara, un reptile ancien, et le dernier survivant d'une lignée qui existait déjà aux côtés des dinosaures il y a plus de 240 millions d'années. Même s'il ressemble à un lézard trapu avec une crête épineuse, le tuatara possède un mystérieux organe sensible à la lumière sur le sommet de la tête, appelé troisième œil, qui aide les jeunes tuatara à percevoir la lumière et à réguler leur rythme interne. Plus incroyable encore, les tuataras peuvent vivre plus d'1 siècle et grandissent à un rythme si lent qu'à côté d'eux, même les tortues semblent rapides. Numéro 2. Le choc culturel en Nouvelle-Zélande. L'un des chocs culturels les plus fréquents en Nouvelle-Zélande est l'habitude locale de marcher pieds nus. Les enfants vont souvent à l'école sans chaussures, des adultes entrent pieds nus dans les supérettes, et certaines personnes montent même dans les bus sans porter la moindre chaussure. Des enquêtes menées dans des écoles locales montrent que dans certaines communautés côtières, plus d'1 tiers des élèves marchent régulièrement pieds nus. Pour les Néo-Zélandais, c'est confortable, naturel, plus proche de la nature, et ce n'est pas considéré comme impoli. Autre chose qui déroute souvent les touristes, l'expression « Yana ». Les Néo-Zélandais sont réputés pour leur gentillesse et n'aiment pas dire non de façon directe. À la place, ils utilisent « Yana » pour refuser en douceur, ce qui peut prêter à confusion. Si vous invitez quelqu'un à prendre un café et qu'il répond « Yana, thanks », il refuse en réalité, même si cela semble positif. Dans d'autres situations, l'expression peut aussi indiquer de l'incertitude. Par exemple, si vous demandez « Est-ce qu'il pleut ?», vous pourriez entendre « Yana, mat », ce qui signifie qu'ils ne sont pas vraiment sûrs. Et si vous aimez vous mettre en avant, attention en Nouvelle-Zélande. Les habitants détestent fortement la vantardise. Cette attitude est connue sous le nom de Tall Poppy Syndrome, un concept culturel qui décrit les personnes qui semblent trop fières ou supérieures. Au lieu de l'admiration, ce comportement est souvent vu comme de l'arrogance, ce qui explique pourquoi même les Néo-Zélandais très accomplis parlent généralement d'eux avec modestie. Autre aspect surprenant, l'usage fréquent d'injures, en particulier le mot en F,
qui sert souvent d'adjectif pour intensifier les émotions. Ironiquement, jurer en public est légalement une infraction selon la Summary Offences Act, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 1 000 $ néo-zélandais. Dans la pratique, cette loi est rarement appliquée, sauf en cas de troubles graves. Enfin, beaucoup de magasins, de restaurants et de supermarchés ferment très tôt, souvent vers 5 ou 6 heures du soir, même le week-end. Pour les visiteurs habitués à une vie nocturne animée, le rythme de la Nouvelle-Zélande peut donner l'impression d'un ralenti. Cela reflète des valeurs locales qui privilégient le temps en famille, le repos et la nature, en adoptant l'idée de travailler pour vivre, plutôt que de vivre pour travailler. Numéro 3. La Nouvelle-Zélande et d'autres faits intéressants. La Nouvelle-Zélande fait partie des pays qui protègent le plus strictement leur faune native au monde. Comme mentionné plus tôt, ce territoire compte presque aucun mammifère terrestre indigène, ce qui signifie que des espèces invasives comme les rats, les hermines, les chats et les chiens peuvent provoquer de graves dégâts écologiques. À cause de cette vulnérabilité, le pays applique des règles très strictes qui surprennent souvent les visiteurs. Dans certains villages, des propositions ont même été faites pour interdire l'adoption de nouveaux chats. Dans certaines zones, les chats domestiques doivent rester à l'intérieur 24 heures sur 24, sans liberté d'errer, car ils sont considérés comme l'un des prédateurs les plus dangereux pour les oiseaux incapables de voler. Les chiens sont aussi fortement encadrés. Ils ne peuvent être promenés qu'à des horaires précis et dans des zones désignées. De nombreuses forêts, plages et parcs interdisent totalement les chiens, par crainte qu'ils puissent, par instinct, tuer un grand nombre d'oisillons. Même les humains font face à des restrictions. Il est interdit de nourrir les oiseaux sauvages, de s'approcher trop près des animaux indigènes ou de les toucher, même brièvement pour une photo. Au-delà de cela, des centaines d'autres règlements existent pour protéger l'écosystème fragile de la Nouvelle-Zélande. Autre fait moins connu. En Nouvelle-Zélande, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un en justice pour un accident corporel. Le pays fonctionne avec un système national d'assurance accident appelé Accident Compensation Corporation. Dans ce système, si vous êtes blessé, que ce soit en vous cassant une jambe pendant une randonnée, en vous coupant la main en épluchant un fruit ou en étant renversé par une voiture, l'État couvre les frais médicaux et fournit un soutien partiel aux revenus pendant la convalescence, peu importe qui est responsable. En échange, vous renoncez au droit de poursuivre la partie responsable devant un tribunal civil pour obtenir une compensation. Même en cas d'erreur médicale grave, les procès visant à obtenir des indemnisations énormes ne sont pas autorisés. Ce système contribue à créer une société moins conflictuelle, où l'on vit sans la peur constante des poursuites judiciaires et où les professionnels peuvent travailler avec davantage de confiance. Un autre détail culturel fascinant, en Nouvelle-Zélande, l'âge adulte est souvent associé au fait d'avoir vécu à l'étranger. En grandissant dans un pays lointain et isolé, de nombreux jeunes Kiwis ressentent une forte peur de passer à côté du monde. Résultat, il existe une tradition tacite selon laquelle, après l'université, ils partent voyager à l'étranger pendant plusieurs années, vers des endroits comme Londres, Berlin ou Vancouver. Pendant cette période, ils peuvent travailler comme serveurs, cueillir des raisins, servir dans des bars ou accepter n'importe quel emploi disponible. L'objectif est d'acquérir de l'expérience de vie, d'élargir leur vision du monde et de comprendre ce qu'il y a au-delà de la Nouvelle-Zélande, avant de rentrer au pays pour construire une carrière et une famille. C'est pour cela qu'on peut trouver des Néo-Zélandais dans presque tous les coins du monde. Numéro 4. La terre natale des femmes fortes et indépendantes. Les femmes néo-zélandaises laissent souvent une forte impression. Une allure en pleine santé, une peau hâlée par le soleil, un regard assuré et l'attitude détendue de personnes élevées au milieu du vent, de l'océan et de paysages sauvages. Elles n'essaient pas de paraître fragiles ou mystérieuses. Au contraire, elles séduisent par une confiance naturelle, une grande ouverture d'esprit et une personnalité pleine d'énergie. Si vous aimez les femmes indépendantes qui préfèrent vivre selon leurs propres règles, les Kiwi Women risquent de rester dans votre mémoire. Elles peuvent fabriquer des étagères, installer des luminaires, réparer des toits ou transformer un vieux cabanon au fond du jardin en atelier d'art ou en espace créatif. Des compétences souvent associées aux hommes sont assumées par elles avec confiance et enthousiasme. Cette autonomie fait partie d'un mode de vie plus large, détendu
et sans contrainte. En Nouvelle-Zélande, il est tout à fait normal pour les femmes de boire de la bière, de commander des spiritueux ou de rejoindre des amis après le travail. Dans beaucoup de bars, vous verrez des groupes de femmes partager des bières en bouteilles ou de grandes pintes, en discutant avec autant d'entrain que les hommes. Si vous avez l'habitude de voir des femmes siroter tranquillement des cocktails, la Nouvelle-Zélande pourrait bousculer cette image. Le sport joue aussi un rôle majeur dans leur vie. Le rugby, un sport traditionnellement considéré comme masculin, est suivi et pratiqué avec passion par de nombreuses Néo-Zélandaises. Elles ne se contentent pas de regarder depuis les tribunes. Elles participent activement aux compétitions. L'équipe nationale féminine de rugby, les Black Ferns, fait partie des meilleures au monde et a remporté la Coupe du Monde à plusieurs reprises, devenant une source de fierté nationale. Habituées à être indépendantes et à faire leurs propres choix, les femmes néo-zélandaises peuvent se sentir mal à l'aise face à une galanterie excessive. Quand les hommes insistent pour payer toutes les additions ou porter un sac léger, cela peut parfois sembler gênant. Ce qu'elles apprécient, ce n'est pas d'être choyées de manière traditionnelle, mais d'être traitées comme une partenaire égale et pleinement capable. Fait intéressant, malgré leur force et leur initiative au quotidien, les femmes néo-zélandaises ne sont pas pressées quand il s'agit d'amour et de mariage. Elles préfèrent prendre le temps de construire une relation, de vivre ensemble et de décider du mariage plus tard. La cohabitation avant le mariage est courante et socialement acceptée. Elles sont aussi ouvertes aux relations avec des étrangers. Les statistiques montrent qu'environ un mariage sur 5 en Nouvelle-Zélande unit une personne locale et une personne étrangère, le plus souvent venant des États-Unis, du Royaume-Uni ou d'Australie. Alors, si vous avez déjà pensé que sortir avec une Néo-Zélandaise était irréaliste, il est peut-être temps de revoir votre avis. Vous voulez connaître quelques conseils pour créer un lien avec des Néo-Zélandaises à distance? Commentez avec le numéro 4 et je les partagerai avec vous. Numéro 5. Des endroits étranges en Nouvelle-Zélande. On peut trouver d'innombrables types de clôtures à travers le monde, mais c'est seulement en Nouvelle-Zélande que vous tomberez sur quelque chose de vraiment unique. La célèbre clôture de soutien-gorge. Cette curiosité insolite est apparue pour la première fois en 1999, et au fil des années, le nombre de soutiens-gorge qui y pendent a augmenté de façon spectaculaire. Malgré de nombreuses tentatives pour retirer toute la collection, les soutiens-gorge reviennent mystérieusement, encore et encore. Beaucoup de voyageurs de passage, poussés par la curiosité ou l'excitation, ajoutent volontiers leur propre soutien-gorge à la clôture, la faisant grandir, au sens le plus littéral du terme. Cette tradition étrange a permis aussi d'être reconnue comme la plus grande clôture de soutien-gorge au monde, exposant près de 10 000 soutiens-gorge. Mais la clôture de soutien-gorge n'est que le début. La Nouvelle-Zélande abrite aussi bien d'autres clôtures farfelues. Certaines faites de tongs, de brosses à dents, d'essieux de roues, de bottes et de chaussures, et même de vieux vélos. Ce qui peut sembler inutile au premier regard est devenu une série d'attractions touristiques uniques, mettant en valeur l'humour joueur et l'esprit créatif des habitants. Pourtant, si ces clôtures vous paraissent déjà étranges, quelque chose d'encore plus surprenant vous attend. Les toilettes Undertwasser, dans la ville de Kawakawa, ne ressemblent en rien à des toilettes publiques ordinaires. Conçu dans un style artistique libre, l'édifice présente des murs courbes, des carreaux éclatants, des fragments irréguliers de céramique brisée, des fenêtres asymétriques et même des plantes intégrées directement au design. Le bâtiment donne davantage l'impression d'une œuvre d'art colorée que d'un simple lieu fonctionnel. Grâce à son originalité, de grandes plateformes de voyage comme la BBC et Lonely Planet ont classé les toilettes Undertwasser parmi les incontournables. Aussi incroyable que cela puisse paraître, environ 250 000 visiteurs se rendent à Kawakawa chaque année, simplement pour voir et photographier ces toilettes remarquables. Et ce n'est pas tout. La Nouvelle-Zélande abrite aussi Baldwin Street, officiellement reconnue comme la rue résidentielle la plus pentue du monde. À son point le plus raide, la rue affiche une pente de 1 pour 2,86, ce qui signifie que pour chaque 3 mètres parcourus à l'horizontale, la route s'élève d'1 mètre. La déclivité est si extrême que l'asphalte classique ne peut pas être utilisé, car il ramollirait et glisserait vers le bas lors des journées chaudes. À la place,
Toute la rue est pavée de béton et recouverte d'une surface rugueuse, afin de maintenir l'ensemble bien en place. Numéro 6. Les villes ont toutes des surnoms. Un aspect fascinant de la Nouvelle-Zélande, c'est que beaucoup de ces villes sont connues sous des surnoms bien distincts, chacun reflétant le caractère, le mode de vie et l'identité du lieu. Auckland, par exemple, est appelée la ville des voiles, et ce nom est amplement mérité. Avec plus de 135 000 bateaux immatriculés, Auckland possède l'un des ratios bateaux-habitants les plus élevés au monde. En moyenne, un foyer sur 3 possède un bateau, et dans les quartiers côtiers, il est courant de voir des maisons avec des pontons privés s'avançant directement dans l'eau. La ville accueille aussi régulièrement de grands événements internationaux de voile, comme l'America's Cup, attirant des athlètes et des yachts du monde entier dans ses ports. Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, est souvent surnommée la ville de la ruche. Ce nom vient du bâtiment emblématique appelé Beehive, dont l'architecture ressemble de très près à une ruche. Au-delà du bâtiment lui-même, ce surnom reflète également l'atmosphère énergique, créative et légèrement bruyante de la ville, comme une ruche en bourdonnement constant. Christchurch est connue sous le nom de ville des jardins, un titre qui devient évident au printemps. La ville compte plus de 740 parcs et jardins publics, et les jardins botaniques de Christchurch, le long de la rivière Avon, sont les plus célèbres. Des milliers de fleurs y éclosent ensemble dans des couleurs éclatantes. Les habitants sont profondément liés à la nature, et de nombreuses familles entretiennent avec soin chaque parterre de fleurs et chaque morceau de pelouse dans leur jardin de façade. Dunedin est souvent appelée la ville de l'éducation, car elle abrite l'université d'Otago, la première et la plus ancienne université de Nouvelle-Zélande. Près d'un quart de la population de la ville est composée d'étudiants, donnant à Dunedin une ambiance jeune, dynamique, mais aussi très tournée vers l'intellect. Des cafés tranquilles, de petites librairies et des bâtiments historiques en briques de style européen renforcent une atmosphère à la fois studieuse et nostalgique. Queenstown, quant à elle, est mondialement connue comme la capitale de l'adrénaline. C'est le lieu de naissance du tout premier saut à l'élastique commercial au monde, avec son site emblématique situé au pont de Kawarau. Et ce n'est qu'un début. Les visiteurs peuvent aussi y pratiquer le parapente, le saut en parachute, le jetboat, la tyrolienne et d'innombrables autres sports extrêmes. Pendant la haute saison, des centaines de personnes sautent des falaises ou dévalent les pentes dans d'énormes boules chaque jour, uniquement pour faire le plein de sensations fortes. À Queenstown, on a l'impression que la vie tourne autour d'un défi permanent, repousser ses limites et courir après la prochaine montée d'adrénaline. Numéro 7. Une puissance du cinéma et de l'agriculture. Quand on pense aux grandes puissances du cinéma, Hollywood vient généralement à l'esprit. Peu de gens réalisent pourtant que la Nouvelle-Zélande est le berceau d'un univers fantastique entier qui a captivé le public du monde entier. Ce pays a servi de principal décor de tournage à 2 sagas légendaires, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Les paysages grandioses que l'on voit à l'écran, vallées luxuriantes, collines vertes ondulantes, montagnes couvertes de neige et grottes mystérieuses, sont tous des lieux bien réels en Nouvelle-Zélande. L'un des sites les plus emblématiques est Hobbiton, à Matamata, un village construit spécialement comme décor de film pour recréer la terre natale des Hobbits. Au lieu d'être démonté après la fin du tournage, le plateau a été soigneusement préservé et ouvert au public. Cette décision a transformé Hobbiton, d'un décor temporaire, en une attraction mondialement célèbre, attirant environ 300 000 visiteurs chaque année et générant des revenus importants pour le tourisme local. Son impact a été si fort que le gouvernement néo-zélandais a même émis une pièce commémorative spéciale représentant un personnage hobbit, en hommage aux films qui ont contribué à présenter le pays sur la scène mondiale. Au-delà de la Terre du Milieu, la Nouvelle-Zélande a également accueilli la production de nombreux autres films majeurs, notamment un film Minecraft, Avengers et plus récemment Avatar, Fire and Ash. À côté de son influence cinématographique, la Nouvelle-Zélande est aussi un véritable géant agricole. On le voit clairement dans le nombre impressionnant d'animaux par rapport aux habitants. Le pays abrite environ 23,6 millions de moutons, alors que sa population humaine n'est que d'environ 5,3 millions. Concrètement, cela signifie qu'il y a plus de 4 moutons pour chaque personne.
De plus, la Nouvelle-Zélande compte entre 9,5 et 10 millions de bovins laitiers et de bœufs, soit presque 2 fois la taille de la population. Le pays élève aussi environ 700 000 cerfs pour la venaison et le velours, ainsi que divers autres types de bétail. Grâce à cet immense secteur agricole, la Nouvelle-Zélande gagne plus de 22 milliards de dollars américains chaque année grâce aux exportations agricoles, un chiffre qui dépasse le produit intérieur brut total de certains pays, comme le Laos ou le Brunei. Cependant, gérer une population de bétail aussi importante entraîne des défis inattendus. L'un des principaux problèmes est la quantité énorme de méthane produite chaque jour par les moutons et les bovins. Résultat, l'agriculture est devenue l'une des plus grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre du pays, juste après les transports. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement a un jour proposé une idée controversée, taxer les flatulences du bétail. La proposition a rapidement provoqué une réaction hostile du public, beaucoup trouvant absurde de payer des taxes pour les gaz d'une vache. Au final, l'idée d'une taxe sur les flatulences a été abandonnée et le gouvernement a dû chercher d'autres moyens, moins controversés, pour réduire les émissions. Numéro 8. La dernière terre colonisée par l'être humain. Alors que des civilisations anciennes comme l'Égypte, Rome et la Chine construisaient déjà des pyramides, d'immenses fortifications et des systèmes d'écriture avancés, la terre que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande restait complètement intacte. Ce n'est qu'aux alentours de l'an 1250 à 1300 après Jésus-Christ, il y a seulement environ 700 ans, que les Polynésiens sont arrivés, faisant de la Nouvelle-Zélande la dernière grande masse terrestre sur Terre à être colonisée par l'être humain. Ces premiers arrivants sont les ancêtres du peuple maori d'aujourd'hui. Lorsqu'ils ont atteint cette terre lointaine, ils ont vu un ciel souvent rempli de longs nuages blancs, s'étirant à l'horizon comme une voûte de soie blanche. Inspirés par cette vision, ils ont nommé la terre Aotearoa, ce qui signifie la terre du long nuage blanc. Encore aujourd'hui, les Maoris continuent d'appeler leur patrie Aotearoa, en parallèle du nom Nouvelle-Zélande. La culture maori est riche et profondément singulière, avec une société traditionnellement organisée en tribus appelées iwi. Chaque iwi occupe son propre territoire, étroitement lié à des montagnes, des rivières et des histoires ancestrales spécifiques. Pour les Maoris, la terre est bien plus qu'un lieu où vivre. C'est le socle de l'identité. Lorsqu'ils se présentent, ils partagent souvent non seulement leur nom, mais aussi la montagne et la rivière associées à leur tribu. Dans la vie quotidienne, les Maoris pratiquent un rituel de salutation unique appelé le hongi. Plutôt que de se serrer la main ou de s'enlacer, deux personnes pressent doucement leur front et leur nez l'un contre l'autre pendant un court instant. Ce geste symbolise le partage du souffle de la vie. Être invité à faire le hongi signifie être accepté et reconnu comme faisant partie de la communauté et ne plus être un étranger. En raison de son importance culturelle, ce rituel n'est effectué que lorsque l'hôte en prend l'initiative, et si vous y êtes invité, il doit toujours être accompli avec respect. Un autre aspect fascinant de la tradition maori est la liberté des femmes de prendre l'initiative dans les relations. Dans les coutumes traditionnelles, une femme peut faire sa demande en offrant un cadeau symbolique, comme un bracelet ou un objet fabriqué à la main, afin d'exprimer son intention de créer un lien durable. Cette pratique est considérée comme naturelle plutôt que surprenante, reflétant les valeurs maoris d'égalité et de respect mutuel. Comparés à de nombreux peuples autochtones à travers le monde, les Maoris conservent une présence forte et visible dans la société néo-zélandaise moderne. La langue maori est l'une des 3 langues officielles du pays et elle est enseignée dans les écoles de tout le territoire. La puissante danse du haka est exécutée non seulement lors d'événements tribaux, mais aussi lors de grands matchs sportifs, de cérémonies nationales et d'accueils officiels de dirigeants en visite. Les Maoris disposent également d'une représentation garantie au Parlement, assurant que leur voix reste intégrée aux décisions nationales plutôt que d'être marginalisée. Numéro 9. Wellington, la ville la plus venteuse du monde. Chicago est souvent surnommée la ville du vent, mais comparée à Wellington, elle ressemble plutôt à un ventilateur de plafond qui tourne doucement. Wellington mérite vraiment sa réputation de capitale la plus venteuse de la planète. Située entre l'île du Nord et l'île du Sud, le long du détroit de Cook, la ville se trouve directement sur la trajectoire de vent puissant
venant des 40e rugissants. Une région célèbre pour ses conditions météorologiques extrêmes. À Wellington, le vent est une réalité quotidienne et non un événement occasionnel. Les vitesses moyennes du vent tournent autour de 29 km/h tout au long de l'année, soit presque 2 fois celles de Chicago, et lors de tempêtes violentes, les rafales peuvent atteindre un incroyable niveau de 200 km/h. Les habitants sont habitués à voir des touristes sortir de l'aéroport pour se faire instantanément arracher chapeaux, lunettes et coiffures soigneusement préparées par le vent. Au-delà des bourrasques incessantes, le relief même de Wellington surprend souvent les visiteurs qui viennent pour la première fois. La ville est construite sur des collines abruptes qui s'accrochent au littoral et se faufilent dans des vallées étroites, transformant les déplacements du quotidien en véritables défis physiques. Certaines rues sont si étroites, sinueuses et pentues que les voitures peinent à faire demi-tour, tandis que les piétons comprennent vite que vivre à Wellington signifie faire de l'exercice en permanence. Dans certains quartiers, des maisons sont perchées de façon spectaculaire sur les pentes, inaccessibles par des chemins ordinaires. Pour résoudre ce problème, les habitants installent des ascenseurs extérieurs ou de petits funiculaires, simplement pour accéder à leur domicile. Ces ascenseurs sont généralement construits sur mesure pour chaque maison, ressemblant à de petites cabines qui montent lentement sur des rails fixés aux pentes. Peu de gens réalisent aussi que la capitale de la Nouvelle-Zélande porte un autre titre. La capitale mondiale du café. Wellington compte le plus grand nombre de cafés par habitant au monde, ce qui signifie qu'il est rare de devoir marcher plus de 50 mètres pour trouver un espresso de qualité. Fait intéressant, les chaînes internationales comme Starbucks ont souvent du mal à s'imposer ici, éclipsées par des torréfacteurs locaux tels que Coffee Supreme, Flight Coffee et Le Fer. Les habitants de Wellington préfèrent largement faire la queue devant un petit café de quartier, parfois caché, plutôt que d'entrer dans une enseigne de grande chaîne. Numéro 10. Des lieux mystérieux, encore sans explication. Cachés au plus profond de la forêt de Kaimanawa, sur l'île du Nord, au centre de la Nouvelle-Zélande, se trouve l'un des mystères les plus controversés du pays. Le mur de Kaimanawa. Cette structure est un mur de pierre d'environ 3 mètres de haut et de plus de 20 mètres de long, composé de grands blocs aux arêtes carrées et aux surfaces étonnamment planes, qui semblent soigneusement taillés. Les pierres sont empilées en rangées horizontales bien nettes, donnant la forte impression d'une construction volontaire plutôt que d'une formation naturelle. Ce qui rend tout cela si troublant, c'est que, selon l'histoire généralement admise, la Nouvelle-Zélande ne possédait aucune civilisation bâtisseuse en pierre avant l'arrivée des Maoris, il y a environ 700 à 800 ans. Si le mur de Kaimanawa était prouvé comme étant d'origine humaine, cela réécrirait complètement l'histoire de l'implantation humaine en Nouvelle-Zélande. Certains chercheurs supposent qu'il pourrait s'agir des vestiges d'une culture polynésienne plus ancienne, ou même d'une civilisation pré-maori jamais enregistrée. Les institutions scientifiques officielles, cependant, soutiennent que ce mur n'est que de la roche ignimbrite, naturellement fracturée en ligne droite lors du refroidissement et de l'érosion. La controverse persiste, car le site n'a jamais été entièrement excavé par des archéologues. Des restrictions gouvernementales empêchent les fouilles profondes, laissant l'origine réelle du mur non résolue et alimentant un débat permanent. S'agit-il d'une structure ancienne ou d'une formation géologique inhabituelle? Un autre site qui, lui aussi, nourrit des décennies de discussions, ce sont les blocs de Moeraki, sur la côte d'Otago. Dispersés le long de la plage de Queko, on y trouve des dizaines de pierres presque parfaitement sphériques, dont certaines pèsent plusieurs tonnes et atteignent presque 2 mètres de diamètre. De loin, elles ressemblent à des œufs géants ou à des billes soigneusement alignées sur le rivage. Les scientifiques expliquent que ces blocs se sont formés il y a des millions d'années grâce à un processus naturel de concrétion minérale, semblable à la façon dont les perles se développent à l'intérieur des huîtres. Pourtant, beaucoup restent sceptiques. La disposition en groupe des blocs, leur forme frappante et si similaire, et le fait qu'ils soient exposés plutôt qu'enfouis, comme le sont généralement les roches, soulèvent des questions. Certains blocs fissurés révèlent un intérieur cristallin dense et très uniforme, amenant certains observateurs à les comparer à des objets artificiels, plutôt qu'à de simples pierres naturelles. Selon une légende maori,
Ces blocs seraient les restes d'une pirogue qui aurait sombré à l'arrivée des premiers Polynésiens. Son bois flotté s'étant transformé en pierre le long du rivage. Les habitants évoquent aussi d'étranges sensations autour du site. Les nuits brumeuses, ou lorsque la marée est haute, certains affirment sentir des silhouettes se déplacer entre les blocs, malgré l'absence totale d'empreintes. Si la science classe fermement les blocs de Moeaki comme un phénomène géologique, de nombreux résidents continuent de croire que cette plage marque un point de rencontre entre le monde des humains et le royaume des esprits. Numéro 11. Les plus beaux endroits de Nouvelle-Zélande. Milford Sound se situe à l'extrémité sud-ouest de l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande, et figure régulièrement parmi les merveilles naturelles les plus époustouflantes de la planète dans les classements internationaux de voyage. Ce genre spectaculaire a été sculpté par des glaciers il y a des millions d'années, laissant derrière eux des falaises vertigineuses qui s'élèvent à plus de 1000 mètres, à la verticale, depuis l'eau. Depuis ces parois abruptes, d'innombrables cascades se jettent directement dans la mer. Les chutes de Stirling et les chutes de Bowen se distinguent particulièrement. Elles dépassent 150 mètres de hauteur et coulent toute l'année. Milford Sound reçoit plus de 6000 mm de pluie par an, et lors de fortes précipitations, des centaines de cascades temporaires apparaissent soudainement le long des falaises. Ce spectacle rare et presque magique est l'une des signatures de Milford Sound. Au-delà des paysages, la région abrite des dauphins, des manchots, des phoques et de nombreux oiseaux marins. Les visiteurs peuvent découvrir le fjord en bateau, le traverser en kayak ou, quand la météo le permet, en admirer toute l'ampleur depuis un hélicoptère. Rotorua, situé au centre de l'île du Nord, est célèbre pour sa puissante activité géothermique et son odeur de soufre inimitable. Construite sur une zone volcanique active, la ville est entourée de merveilles géothermiques, mares de boue bouillonnante, évents fumants, sources chaudes et geysers impressionnants. L'un des sites les plus connus est Waiotapu, où se trouve la Champagne Pool, célèbre pour ses couleurs bleu vif et orange, créées par des réactions minérales. La température de surface du bassin peut atteindre environ 74 degrés Celsius, et il bouillonne en permanence. Non loin de là, le geyser Lady Knox entre en éruption chaque jour, projetant de l'eau jusqu'à 20 mètres dans les airs. Rotorua est aussi un grand centre de la culture maori. Tout près de la ville se trouve le village de Waka-Rawerua, où des communautés maoris vivent depuis plus de 200 ans aux côtés de sources géothermales. Elles continuent d'utiliser la vapeur naturelle pour cuisiner et la boue riche en minéraux pour soigner et apaiser. Les visiteurs peuvent assister à des performances de haka, à des danses traditionnelles, et découvrir comment l'énergie géothermique s'entrelace avec la vie quotidienne maori. Sur l'île du Sud, un autre symbole incontournable est Aoraki, la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande, culminant à 3724 mètres. Aoraki se dresse au cœur des Alpes du Sud, dans le parc national Aoraki-Mount Cook. La région abrite la plus grande concentration de glaciers du pays, dont le glacier Tasman, qui s'étire sur plus de 27 km de longueur. Les touristes peuvent faire des excursions en bateau parmi des icebergs flottants, ou survoler la zone en hélicoptère pour profiter de panoramas grandioses. Grâce à son isolement et à son altitude, la région connaît presque aucune pollution lumineuse. Par nuit claire, la Voie lactée apparaît avec une brillance saisissante dans le ciel. Et dans de rares conditions, les observateurs peuvent même voir les aurores australes danser au-dessus des montagnes. Numéro 12. Des plats intéressants de Nouvelle-Zélande. Le hangi est un plat traditionnel maori et l'une des plus anciennes méthodes de cuisson encore utilisées aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Au lieu d'utiliser une cuisinière ou un four, on prépare la nourriture en creusant une fosse dans le sol, en chauffant des pierres volcaniques jusqu'à ce qu'elles deviennent extrêmement brûlantes. En déposant les ingrédients par-dessus, en couvrant le tout avec des feuilles ou un tissu, puis en enterrant l'ensemble pour une cuisson lente qui dure plusieurs heures. Cette méthode donne aux aliments une saveur subtile, fumée et terreuse, impossible à reproduire avec des techniques modernes. Même si les ingrédients varient selon les régions, le hangi comprend généralement de l'agneau, du poulet, des patates douces, du potiron et des légumes de saison. On le trouve rarement dans les restaurants classiques. Il est surtout servi lors de cérémonies traditionnelles, de funérailles et de festivals culturels. Un autre plat typiquement néo-zélandais est l'omelette de whitebait, particulièrement prisé sur l'île du Sud.
Les whitebait sont de minuscules poissons presque transparents, mesurant environ 4 à 5 cm de long, pêchés pendant une saison très courte, de septembre à la mi-novembre. Ce qui surprend de nombreux visiteurs, c'est que les whitebait sont cuits entiers, sans retirer la tête, les arêtes ou les organes. On les mélange généralement avec des œufs, puis on les fait légèrement frire sous forme de petites galettes, un peu comme des pancakes. Le goût est délicat et légèrement sucré. Mais ce qui rend vraiment les whitebait célèbres, c'est leur prix. Certaines saisons, les whitebait peuvent coûter plus de 150 $ néo-zélandais par kilo. En plus de cette période de pêche limitée, la capture est très artisanale. Les habitants se tiennent à l'embouchure des rivières, avec des filets à la main, tout en affrontant une météo imprévisible. Et comme les populations diminuent, le gouvernement a instauré des règles strictes pour protéger l'espèce. La larve de UU est un autre plat qui demande du courage aux personnes qui goûtent pour la première fois. Il s'agit de larves de coléoptères trouvées dans le bois en décomposition, consommées par les Maoris depuis des siècles comme une source riche en protéines. Les larves de UU peuvent être mangées crues, rôties ou frites, mais leur véritable importance se trouve dans leur rôle lié à la survie. Lors de longues traversées dans des forêts denses, les Maoris pouvaient manger des larves de UU immédiatement, sans cuisson. Aujourd'hui, ce plat ne fait plus partie du quotidien, mais il apparaît encore lors de festivals culturels ou dans des restaurants proposant des expériences traditionnelles autochtones. La pavlova est un dessert célèbre, étroitement associé à la Nouvelle-Zélande, et au cœur d'un débat permanent avec l'Australie sur son origine. Nommée d'après la ballerine Anna Pavlova, à la suite de sa tournée dans les années 1920, elle est devenue profondément ancrée dans la culture néo-zélandaise. La pavlova est souvent servie lors de réunions de famille, de célébrations de Noël et d'événements estivaux. Pour beaucoup de Néo-Zélandais, c'est un dessert national, lié aux souvenirs d'enfance et aux retrouvailles familiales, avec d'innombrables recettes transmises de génération en génération. Numéro 13. Des festivals uniques de Nouvelle-Zélande. Parmi les nombreux festivals organisés à travers la Nouvelle-Zélande, celui qui est le plus intimement lié à la culture autochtone est Te Matatini, le plus grand festival de Kapahaka du peuple maori. Cet événement a lieu tous les 2 ans dans une ville différente, généralement autour de février ou mars. Te Matatini n'est pas un simple festival touristique. C'est la scène nationale la plus importante pour les tribus maoris afin d'exprimer leur identité. Chaque groupe qui se produit représente un iwi, c'est-à-dire une tribu, et doit d'abord réussir une sélection régionale très exigeante avant de gagner le droit de concourir au niveau national. Pendant 4 jours, les équipes présentent des performances de Kapahaka d'environ 20 minutes, mêlant chant, danse, narration, utilisation d'accessoires et expression du visage impressionnantes. Le public ne se contente pas de regarder, il encourage, chante et soutient ses équipes avec passion. L'ambiance ressemble à celle d'un grand tournoi sportif, mais avec une profondeur culturelle immense. Plus au nord, Auckland accueille chaque mois de mars le Pacifica Festival, le plus grand festival culturel des îles du Pacifique au monde. Cet événement met en lumière une réalité essentielle. La Nouvelle-Zélande abrite une grande population polynésienne, comprenant des communautés originaires des Samoa, des Tonga, des Fidji, de Niue et des îles Cook. Dans le vaste parc où se déroule le festival, chaque communauté construit son propre village, recréant des espaces de vie traditionnels inspirés de ses terres d'origine. Les visiteurs peuvent passer d'un village à l'autre en quelques minutes, observer des danses traditionnelles, écouter des percussions rythmées, goûter des spécialités régionales et échanger avec des personnes vêtues de tenues traditionnelles. Sur la côte ouest de l'île du Sud, un autre événement inoubliable est le Hokitika Wild Foods Festival, organisé chaque mois de mars et célèbre pour sa cuisine audacieuse et insolite. L'idée du festival est simple, manger des aliments directement issus de la nature, reflétant le mode de vie rude et authentique de la côte ouest. Ici, les visiteurs peuvent essayer des burgers aux larves de UU, de la glace au wasabi, des coquillages vivants, de la venaison, de la viande de requin et d'autres plats capables de défier même les appétits les plus courageux. En plus de la nourriture, le festival propose aussi de la musique en direct, des spectacles de rue et des concours de dégustation pleins d'énergie, créant une atmosphère à la fois sauvage et inoubliable. Numéro 14. Le coût d'un voyage en Nouvelle-Zélande.
Voyager en Nouvelle-Zélande est souvent considéré comme coûteux, comparé à de nombreuses autres destinations, en grande partie à cause de son éloignement géographique et du coût de la vie élevé pour les habitants. Ces facteurs rendent difficile le maintien de prix bas, même dans le tourisme grand public. L'hébergement représente généralement la plus grande part du budget de voyage. Dans les grandes villes comme Auckland, Wellington et Queenstown, les hôtels de gamme moyenne pour 2 personnes coûtent généralement d'environ $70 à plus de $100 par nuit. Les motels et les auberges de jeunesse proposent des options plus économiques, allant en général d'environ $20 à plus de $40 par nuit. Airbnb est aussi un choix populaire, mais pendant la haute saison, de décembre à février, les prix de location augmentent souvent de 20 à 40% par rapport à la basse saison. La nourriture en Nouvelle-Zélande est variée, mais elle n'est généralement pas bon marché. Un repas de fast-food ou un plat simple coûte souvent environ 7 à 9 $, tandis qu'un repas dans un restaurant de gamme moyenne pour 2 personnes se situe fréquemment entre 50 $ et plus de 70 $. Pour réduire les dépenses, de nombreux voyageurs achètent des provisions dans de grands supermarchés comme Countdown ou New World. Cependant, les produits importés et les fruits hors saison sont nettement plus chers. Les coûts de transport dépendent fortement de la façon dont vous choisissez de voyager. Louer une voiture est l'une des options les plus populaires. Les petites voitures coûtent généralement entre 24 $ et plus de 40 $ par jour, sans inclure le carburant. Les bus longue distance comme Intercity vont en général d'environ 10 $ à près de 50 $ par trajet. En ville, les transports publics sont vraiment pratiques, surtout à Auckland et Wellington, tandis que les taxis et les services de VTC facturent généralement environ 1,5 $ à 1,8 $ par kilomètre. Au-delà des dépenses quotidiennes, les activités et les expériences peuvent rapidement faire grimper le budget. Les sorties d'observation des baleines à Kaikoura coûtent souvent environ 90 $ à plus de 100 $ par personne. Un billet de télécabine Skyline Queenstown coûte environ 30 $. Et une excursion à Milford Sound se situe généralement entre 120 $ et 180 $. En revanche, de nombreuses merveilles naturelles de Nouvelle-Zélande, notamment les parcs nationaux, les lacs et les plages, sont entièrement gratuites. Avec un style de voyage confortable, mais sans luxe, le coût quotidien moyen est généralement d'environ 120 à 180 $. En limitant les repas au restaurant, en choisissant des hébergements économiques et en cuisinant soi-même, on peut réduire ce budget à environ 70 $ à moins de 100 $ par jour, sans compter les vols internationaux. Numéro 15. Les pièges de voyage les plus fréquents en Nouvelle-Zélande. L'une des erreurs les plus courantes des voyageurs en Nouvelle-Zélande est de sous-estimer la rigueur du pays en matière de protection environnementale et biologique. À l'aéroport, les contrôles des bagages sont très approfondis et importer de la nourriture, des graines ou du bois non traités sans les déclarer peut entraîner des amendes immédiates de plusieurs centaines de $. Un autre point qui déroute souvent les visiteurs est le concept de freedom camping. Le freedom camping ne signifie pas que vous pouvez vous garer et dormir n'importe où. Seules certaines zones l'autorisent et ces emplacements sont clairement indiqués par des panneaux. Passer la nuit dans un lieu non autorisé, surtout près des plages ou des zones résidentielles, peut mener à des amendes allant de plus de 100 $ à plusieurs centaines. Même si vous restez dans votre véhicule seulement un court moment. De nombreux touristes sont verbalisés simplement parce qu'ils se fient à des informations en ligne dépassées ou qu'ils ne lisent pas attentivement la signalisation locale. Lorsqu'ils louent un véhicule pour un road trip, les voyageurs doivent aussi faire attention aux frais de restitution en aller simple. La Nouvelle-Zélande est idéale pour de longues aventures sur la route. Mais récupérer une voiture à Auckland et la rendre à Queenstown peut entraîner des frais en aller simple qui dépassent le coût de location du véhicule pour plusieurs jours. Cette charge surprend souvent au moment de régler la facture finale. La planification du carburant est un autre oubli fréquent. Dans les régions isolées, les stations-service peuvent être espacées de plus de 100 km, ce qui rend risqué de quitter une ville sans faire le plein. Les perturbations liées à la météo constituent un autre problème possible. De nombreuses activités en pleine nature, comme l'observation des baleines,
Les croisières à Milford Sound ou les vols en hélicoptère au-dessus des glaciers dépendent fortement des conditions météorologiques. Un mauvais temps peut entraîner l'annulation des excursions à la dernière minute. Certaines entreprises proposent un remboursement intégral, mais d'autres n'autorisent qu'un report ou conservent une partie des frais. Si votre planning est serré, ne pas lire attentivement les politiques d'annulation peut vous faire perdre de l'argent et des expériences inoubliables. Et voilà, nous avons exploré 15 faits fascinants sur la Nouvelle-Zélande. Nous espérons que ce voyage vous a offert une perspective plus profonde et plus rafraîchie sur ce pays remarquable et qu'il vous donnera envie de le découvrir par vous-même. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.